Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie, sur boulevard Jean Jaurès, en direction de Arpajon-sur-Cère. Et là, toutes les bouteilles de gaz étaient vides. Alors j'ai couru aussi vite que je pouvais jusqu'à l'épicerie de Mandaille-Saint-Julien. C'est là que j'ai rencontré Jade. Jade, c'est l'épicière de Mandaille. C'est elle qui m'a vendu le gaz, qui m'a permis de faire cuire les pâtes hier soir. Et en échange, elle a pris mon cœur. Enfin, je lui dois aussi 29,90 €, mais on ira lui payer sur le chemin du retour. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie, sur boulevard Jean Jaurès, en direction de Arpajon-sur-Cère. Oui, d'accord. Mais en sortant de l'épicerie, j'ai croisé des gens du village qui jouaient à celui qui mangerait le plus de truffades. Alors j'ai joué avec eux, et j'ai mangé ma truffade plus vite que tout le monde. Eh oui. Alors les gens du village se sont convaincus que j'étais le Papa d'Or, l'élu providentiel destiné à sauver l'Auvergne du déclin auquel elle est promise. Et c'est pour ça qu'on va à Au Arpajon. rond-point, prendre la deuxième sortie, sur boulevard Jean Jaurès, en direction de Arpajon-sur-Cère. Ah, merde. On va à Arpajon-sur-Cère parce que je dois me mesurer aux meilleurs mangeurs de truffades du Cantal. Et si je peux tous les battre, si je peux montrer que je caresse tout à la fois la patate, la tome et l'ail, alors peut-être que je peux être le Papa d'Or. Félicitations, au rond-point, vous avez pris la deuxième sortie, sur boulevard. Par Puy et par Vaux, une aventure à travers le Cantal. Enfin, j'y étais. La fête de la truffade d'Arpajon-sur-Cère, en banlieue d'Aurillac. Le Lollapalooza du Cantal, la Mecque des fanas de fromage fondu. Dès l'arrivée sur site, on nous annonçait la couleur, on nous envoyait en pleine face tout l'orgueil d'une identité résolument rurale. On était des éleveurs, et à la fête de la truffade, on le criait au monde, on le gueulait à l'oreille des touristes, on le rappelait aux gens d'Aurillac, à tous ces employés du tertiaire qui vivaient grâce à notre dur labeur, là-haut, dans les pâturages. Juste à côté de l'unique entrée de la fête donc, il y avait la grande exposition des vaches. Et quelles vaches! N'avez-vous jamais entendu parler des vaches d'Auvergne? On les appelait les salers, et c'étaient des colosses sur 4 pattes, des pattes musculeuses, et il le fallait, pour soutenir plus d'1 tonne de prestance. Elles arpentaient inlassablement les pâturages obliques des monts du Cantal. Elles les grimpaient aussi facilement qu'un cabri. Elles arboraient une robe rouge remarquable, la même qu'exigeait Jupiter chez les taureaux que les Romains sacrifiaient à sa gloire. Et les plus beaux spécimens étaient alignés devant nous, dans cet enclos. Les gens gardaient leur distance. Une vache commença à me fixer. Je détournai le regard. Ah, Étienne. Ah, Damien, qui avait organisé la petite séance d'entraînement à la truffade à Mandaille la veille au soir, s'était frayé un chemin dans la foule jusqu'à moi. Il portait les mêmes vêtements que la veille, mais semblait s'être rasé pour l'occasion. C'est ton neveu, ça? C'est ça, gamin Damien, Damien gamin. Enchanté, petit homme. Eh ben, quelle poigne! Ouais, il lui serre pas la main trop longtemps, il te tordrait le poignet. Alors, comment trouves-tu la fête? Très sympa, les vaches plaisent beaucoup à gamin. C'est bien. Tu as un favori pour le concours d'épluchage? Le concours d'épluchage? Certes, le concours du plus gros mangeur de truffades était le clou de la fête de la truffade d'Arpajon-sur-Cère. Mais ce n'était pas la seule compétition. Il y avait évidemment un tournoi de pétanque, comme requis par la Constitution pour tout événement de plus de 20 participants organisé au sud de la Loire. Mais avant tout, les Cantalous étaient des gens pragmatiques. En 1978, las de devoir éplucher des dizaines de kilos de patates en préparation du concours du plus gros mangeur de truffades, le comité d'animation d'Arpajon-sur-Cère avait eu l'idée géniale d'organiser, quelques heures plus tôt, un concours d'épluchage de pommes de terre. Si la formule avait, depuis, connu quelques modifications, notamment au niveau de la régulation des couteaux économes ou du calibrage des pommes de terre, le principe général était, néanmoins, restait le même. Celui ou celle qui épluchait la plus grande masse de pommes de terre dans un délai de 3 minutes était désigné vainqueur. Une douzaine de candidats étaient alignés sur une estrade en bois, assis sur des chaises basses qui leur permettaient de garder leurs jambes bien écartées afin de ne pas être gênés dans leur labeur. On avait disposé, devant chacun d'eux,
À gauche, un grand seau plein de pommes de terre, et à droite, un seau identique, mais vide. Quant aux épluchures, elles étaient destinées à choir directement sur l'estrade, pour le spectacle. Les candidats semblaient en être à l'échauffement. Certains s'agitaient les poignets, d'autres fermaient et rouvraient leurs poings, ou encore faisaient circuler leur couteau entre leurs doigts pour s'en habituer au profil et au poids. Regarde bien le petit gars tout fripé. Là, le deuxième en partant de la droite. C'est un Belge. Il tient une baraque à frites à Pontachin. Tous les ans, il fait toute la route depuis le nord exprès pour la fête. Il a jamais perdu une seule fois. Pourtant, l'année dernière, une femme du pays, elle a failli le battre. Jusqu'à 2 minutes 45, elle avait une patate d'avance sur lui. Mais au dernier moment, elle a eu une crampe au poignet et il a pu la dépasser. C'est sûr que cette année, il est venu déterminé à écraser la concurrence. Je serais toi, je ne le quitterai pas des yeux. Je pensais pas que ça pouvait être si impressionnant que ça. Ah, attends de voir. Il y en a 5 ou 6 très bons sur cette estrade. Mais lui, tu as l'impression qu'il claque des doigts et que la peau de la patate s'envole. L'animateur annonça que le concours allait débuter. Les concurrents cessèrent tous leur échauffement, s'avancèrent jusqu'au bord de leur chaise pour pouvoir mieux se pencher sur leur œuvre, et plongèrent leur main gauche le plus proche possible du seau plein de patates, sans toutefois toucher le moindre tubercule, tel que devait le prévoir le règlement. Ils restèrent immobiles quelques secondes, pendant lesquelles il régnait un encore plus grand silence qu'en haut des montagnes. La foule retenait son souffle. Enfin, le signal du départ fut donné. Les candidats s'emparèrent de leur première patate. Certains durent s'y prendre à 2 fois pour la saisir. Elle leur avait la première fois échappé des mains. Puis l'épluchage commença. Personne ne semblait en maîtrise. La peau se détachait si facilement que les couteaux se bloquaient dans ses plis. Un murmure s'amplifiait au milieu de la foule. Quelque chose n'allait pas. Tâtonnement, hésitation, paumés atterrés, certains concurrents changèrent de stratégie, bloquèrent un bout de peau entre les lames de leur économe et tirèrent simplement dessus. Elle se détachait, toute seule. Un ou 2 autres lâchèrent carrément leur couteau et se mirent à éplucher en glissant simplement leurs doigts sur la peau, comme on écale un œuf dur. Je gardais toujours un œil sur le Belge. Il serrait fort ses poings, immobile, sur son couteau et sa patate. Il ne tentait pas d'éplucher. Son petit front était encore plus fripé qu'il ne l'était avant. Ses sourcils froncés, ses dents bloquées, ses yeux fixés sur le bois de l'estrade à ses pieds. Il tremblait comme l'eau qui bout, comme un homme qui hésite à exploser. Soudain, il se leva et hurla vers la foule. « Contre d'homme, ça c'est une mascarade ici, hein !» Tous ses adversaires cessèrent leurs efforts ridicules. Ils se tournèrent vers lui et s'immobilisèrent. Le murmure se tut. « Honte sur vous, déshonneur pour votre pays. Cette fête de la truffade est une tartufferie. Le concours est truqué, les patates ont été ébouillantées, bouillies, pré-cuites. » Sur ces mots, le petit homme jeta sa pomme à terre. Elle s'écrasa sur les planches alors qu'il quittait la scène. Dès qu'il en fut descendu, de nombreux locaux se ruèrent sur lui. « Allez, lâchez-moi, salaud. J'ai le cœur. T'as vu Jésus ou quoi ?» Ils étaient furieux, piqués à vif. Beaucoup d'autres se précipitèrent sur l'estrade pour constater par eux-mêmes le terrible sabotage qui venait d'avoir lieu. Les Auvergnats furieux affluaient dans un sens, les touristes effrayés dans l'autre. Des patates volaient dans les airs. Je me tournais vers la poussette de mon neveu, prêt à fuir ce chaos. Gamin ? Gamin ? Gamin, t'es où ? Gamin ? Comment était-il descendu de sa poussette ? Depuis combien de temps ? Et surtout, vers où était-il parti ? Qu'est-ce qui avait pu attirer son œil ? Je ne me posais aucune de ces questions. Je courais simplement comme un dératé, bousculais mes voisins, sautais pour mieux voir et hurlais son nom, sans autre logique, sans autre réflexion que la peur qui me dévorait. Je me mis à arrêter les gens autour de moi, au milieu d'une émeute. Un bébé. Vous avez vu un bébé ? Les gens se détournaient, me repoussaient. L'un d'entre eux me mit même une patate entre les mains. J'avais maintenant les larmes aux yeux, si bien que je ne le vis que flou. Ça ne m'empêcha pas de le reconnaître. Gamin ! C'était bien Gabin, au loin, qui entrait par la porte entrouverte d'une petite maison, juste à l'extérieur de la zone de fête, devenue une zone de guerre.
Je repris une contenance. Je me frayais un chemin, escaladais la clôture, m'engouffrais dans la bicoque. C'était une seule pièce, plongée dans l'obscurité par des volets fermés. À l'exact centre de la pièce, assis sur le sol, Gabin me regardait tout sourire, en agitant dans sa main un sachet contenant 2 petites tartelettes industrielles à la confiture de framboise. Oh, oui. Oh, viens là. Oh, 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 tu m'as fait si peur. Oh, plus jamais ça, Gabin. Oh, jamais. Oh, oh là là, oh. Tonton est là. Gabin semblait content de ma présence, mais comme s'il eût pu faire aussi bien sans. Moi, je respirais enfin. Finalement, c'était plutôt moi qui avais besoin de lui. Je l'observais sous tous les angles pour m'assurer qu'il ne lui était arrivé aucun mal. La seule chose qui semblait neuve, c'était les tartelettes. Mais où est-ce que t'as trouvé ça? Mon neveu pointait vers le bas. Il les avait, selon toute vraisemblance, trouvées posées sur le sol, au beau milieu de cet endroit étrange. Je regardais autour de moi. C'était effectivement une seule pièce, sans aucune porte si ce n'était celle par laquelle nous étions tous deux rentrés. Une grande fenêtre ouvrait sur le même versant que la porte, mais elle était entièrement barrée de lourds volets. Contrairement à ce qu'il m'avait semblé en première observation, il y avait une autre, petite fenêtre ouverte celle-ci, sur le côté opposé. Elle était exposée nord et ne nous donnait que peu de lumière. Néanmoins, mes yeux s'étaient ajustés et purent voir ce que contenait cet étrange appartement. Je ne les en crus pas. Il n'y avait rien d'autre ici qu'un très grand réchaud, et sur ce très grand réchaud, une grande marmite pleine d'une eau tiède, trouble, visiblement usée. J'ai dit rien d'autre, je regardais mieux. Par terre, juste à côté du réchaud, un sac à patates, estampillé, fête de la truffade, Arpajon-sur-Cère, 2021. Eh bien, mon vieux Gabin, il semble que quelqu'un ait cuit beaucoup de patates ici. Je me demande si ce ne sont pas les mêmes patates que celles qui ont servi à saboter le concours. Nous devons avertir les autorités. Je joignais le geste à la parole, me dirigeant vers la porte, lorsque quelqu'un l'ouvrit en grand. Ébloui par la lumière soudaine, je mis une main devant mes yeux. À contre-jour, je ne pouvais voir qu'une grande silhouette sombre. Mais qu'est-ce que vous faites? Quoi? Est-ce que vous avez cuit des patates ici? Non, je venais juste récupérer mon neveu. J'ai trouvé ce réchaud et cette eau. Venez! J'ai trouvé le saboteur! Quoi? Mais... non! À quoi bon me justifier? Selon toute vraisemblance, j'étais pris la main dans le sac. Et ce n'était pas Gabin qui pourrait déposer un témoignage en ma faveur. Ces enragés allaient me dépecer vivant. Et pourquoi pas me faire bouillir dans cette eau sale? Il fallait agir vite, réfléchir. Plus tard, je renversai la marmite pleine pour ralentir mes poursuivants et d'un bond, me propulsai par la fenêtre, mon neveu dans les bras. La foule ne se découragea pas et me poursuivit, inlassablement, dans les rues d'Arpajon. Eh bien, c'était moi cette fois-ci, mon vieux Gabin. Nous sommes en sécurité maintenant. Ils ne nous reconnaîtront jamais avec ces chapeaux melons et ces fausses moustaches. Maintenant, nous n'avons pas le choix. Nous devons découvrir ce qui se cache derrière le sabotage du concours d'épluchage de pommes de terre de la fête de la truffade d'Arpajon-sur-Cère. C'est le seul moyen de nous innocenter. Nous n'avions qu'un seul indice. Ces tartelettes industrielles à la confiture de framboise, encore dans leur sachet, vers lesquels Gabin, enfin limier, s'était rué. Les coupables étaient manifestement des amateurs de ces tartelettes. De deux choses l'une. Ou bien ils avaient oublié leur goûter sur les lieux de leur forfait, ou bien ils l'y avaient laissé volontairement, dans un but encore inconnu. Une chose était sûre. Nous devions identifier les réseaux de distribution de ces tartelettes afin d'identifier la ou les saboteurs. Une examination poussée du sachet s'imposait. C'était un sachet transparent. Aucune marque n'était visible,
seulement un enchaînement de chiffres imprimés dans un coin. Des chiffres qui ne m'évoquaient rien. Qui ne m'évoquaient rien à moi le matheux, moi l'informaticien. Moi que les chiffres faisaient vivre au quotidien, rire si souvent, bander parfois, moi qui jonglais avec les 0 et les 1 comme avec des torches enflammées. Dans ces chiffres-là, je ne voyais rien, aucune piste, aucun indice et aucune âme. Le sachet n'avait donc aucun intérêt, passons aux tartelettes. C'étaient 2 tartelettes superposées d'à peu près 2 cm de large et de moins d'1 centimètre d'épaisseur chacune. La pâte était notablement friable. La confiture collait au sachet. Elle était d'une couleur marron, très légèrement rosée. Et il fallait en cela reconnaître l'honnêteté du fabricant, car d'autres auraient employé un beau colorant rouge pour masquer la piètre qualité de leur confiture. Enfin, pardonnez-moi si je passe trop rapidement sur la forme de la tartelette, mais j'ai peur qu'une description trop longue me fasse perdre mon sang-froid. Disons simplement que ça aurait pu être carré, mais qu'un maniaque avait arrondi les coins et légèrement creusé les côtés, si bien que ça ne ressemblait plus à rien. Alors, où trouver les distributeurs de ces saloperies ? Mes chances d'obtenir la réponse que je cherchais par la voie d'un consommateur pris au hasard devaient être très faibles, à moins d'un engouement régional insoupçonné pour la tartelette industrielle à la framboise. Une grande surface, peut-être alors. Ces tartelettes devaient à coup sûr figurer dans les rayons de l'hypermarché Leclerc d'Aurillac. Mais ensuite, même si mon suspect s'était fourni en tartelettes à cette enseigne, il était hautement improbable que je l'y retrouve. Si vous cherchez à attraper un grand nombre de saumons anonymes, vous allez sans doute pêcher en océan. Mais si vous êtes sur la piste d'un saumon en particulier, il vaut mieux l'attendre sur le cours de la rivière. C'était clair comme de l'eau de roche. Je devais explorer les petites enseignes, les commerces de proximité, là où le commerçant connaissait ses produits aussi bien que ses clients. Je devais remonter la rivière des supérettes de village. En commençant par Arpajon, non, certainement pas. À l'heure qu'il était, ma description devait avoir été transmise partout dans la ville. Il était hors de question que je me soumette à l'angoisse burlesque d'entrer dans un commerce pour me retrouver nez à nez avec mon portrait robot. Non, je devais commencer par d'autres bourgades, un peu plus en retrait. Je décidai donc de remonter en voiture la vallée de la Serre jusqu'à trouver un petit commerce adapté.